Donc, on va finir cette partie-là et ensuite on fera une ou deux annales. Ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne un tout petit peu en arrière de la semaine d'avant les vacances, déjà parce que c'est un peu loin et ensuite parce que c'était une partie un peu dure. Et je vais réinsister sur les éléments clés qu'il faut savoir. D'accord ? Donc je vais le faire très très vite, mais ce qu'on avait vu en premier, c'était en gros les axes de la mécanique du vol. Donc on va reparler juste très vite fait des différents angles. Donc les angles, je ne sais pas si tu t'en souviens. Alors bon, je le dis de manière générale. On avait 3 angles importants quand je fais mon avion. Est-ce que vous vous souvenez de ces 3 angles ? Alors, par rapport à l'horizon, on va faire le plus simple. À l'horizontale, hop, ou à l'horizon plutôt, j'ai l'axe de l'avion, ok ? L'axe qui est ici, hop, ça c'est l'axe de mon avion. Comment s'appelle l'angle qu'il y a entre l'horizon et l'axe de mon avion ? Cet angle-là. La pente ? Non, c'est pas la pente. Ça c'est un autre. Qu'est-ce qu'on dit pour mon avion, suivant si mon avion il est en train de faire ça ou en train de faire ça ? L'inclinaison ? C'est pas l'inclinaison. L'inclinaison, c'est l'angle quand je suis comme ça, penché. Alors, à distance, est-ce que vous savez, Jason et Thomas, vous vous souvenez, l'angle où mon avion, son nez, il monte vers le haut ou il va vers le bas ? On dit que c'est à cabrer ou à piquer. C'est l'assiette. L'assiette, c'est l'angle entre, en gros, le nez de l'avion et l'horizon. Ok ? Ça ne veut pas dire que je suis en train de monter, ça ne veut pas dire que je suis en train de descendre, ça veut juste dire mon avion il est comme ça. Je peux très bien avoir une assiette à cabrer et pourtant être en train de descendre. Ok ? Donc ça, c'est le deuxième élément qui est intéressant, c'est que mon avion, ça c'est son assiette, d'accord ? Mais il a une certaine direction. La direction de mon avion, alors je ne sais pas trop où la faire, il faudrait que je la fasse. Ouais, j'aurais dû centrer mon avion. Hop, je vais recentrer mon avion, désolé. Ceci est mon avion, avec les ailes et tout ça. Ouais, mes dessins ne se sont pas améliorés pendant les vacances, désolé. Mais mon avion, il a une certaine vitesse, d'accord ? Ça, c'est sa vitesse. D'accord ? C'est-à-dire que mon avion, ici, je fais un avion qui est en train de monter. Ouais, il est en train de monter là, mon avion. Mais voilà, donc il a une certaine vitesse. C'est quoi l'angle entre l'horizon et ma vitesse ? Cet angle-là, c'est en gros, mon avion, il est en train de monter vers où ? C'est ce qu'on appelle là ? La pente ? La pente. Donc ça, c'est bien la pente. Il nous reste un dernier élément, c'est quand j'ai une vitesse comme ça, c'est comme si pour mon avion, le vent il arrivait tout droit comme ça. Donc vu du point de vue de l'avion, le vent il arrive directement en face. En face par rapport à sa propre vitesse. Ok ? Et donc, l'angle qui est là, c'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence. À ne pas confondre avec l'inclinaison. Ouais, l'inclinaison, c'est sur le côté, comme ça. Ok ? Et l'angle de dérapage, bon là sur le troisième schéma n'est pas trop mal fait, donc je ne vais pas le refaire. Ça ne sert à rien, je ne suis pas assez bon en dessin pour que ça mérite un nouveau dessin. Ok ? Donc là, je peux prendre le pointeur laser. Donc l'angle de dérapage, il est ici. D'accord ? Une question de guide, mais est-ce que quand on fait du coup un dérapage avec l'avion, est-ce que si on monte en même temps, ça nous fait tourner ou... Alors là, tu poses une question qui est compliquée. Si mon avion est en train de faire un dérapage. Et qu'en même temps, il monte. Alors, déjà, s'il est en train de faire un dérapage, par rapport... Un dérapage, c'est toujours... Enfin, il peut être en train de déraper en ligne droite, mais dans ce cas-là, ça dépend de... Est-ce qu'il est déjà en dérapage ou est-ce qu'il est en train de faire un dérapage ? Ok ? S'il est en train de faire un dérapage, c'est-à-dire qu'en gros, on est en train d'y mettre du lacet, par exemple avec le pied, hein, Oui. ben dans ce cas-là, cette aile-là va plus vite que celle-là. Oui. Et du coup, comme elle va plus vite, la portance est plus grande. Donc, mon aile, elle a tendance à donner du roulis en plus. Donc, quand je fais du lacet, ça me fait du roulis induit. D'accord. Et le roulis a tendance à faire descendre. Donc, il faudrait en même temps donner du manche pour faire une assiette à cabrer.
Mais ça, on va le voir plus tard dans tout ce qui est pilotage. C'est un peu... là, il y a 12 000 effets d'un coup, donc on peut pas... Normalement, ce qu'on fait, c'est on prend un effet, on regarde ce qu'on peut contrecarrer, et sinon, on prend un élément qui se passe, et on regarde l'effet que ça donne. Voilà. Là, sinon, si on essaye de faire 3 trucs en même temps, ça va pas. Donc en avion, vous verrez à l'occasion, je ramènerai mon casque de réalité virtuelle. J'ai un jeu qui permet de tester justement ces effets-là. Et vous voyez que dès qu'on commence à faire 2 trucs en même temps, ça part vite en sucette en termes de pilotage. Après, on a du mal à recalibrer, à recontrôler l'avion. Donc on le testera. Ça, j'ai hésité à le ramener aujourd'hui, mais je le ramènerai la semaine prochaine sûrement. On aura un peu d'avance, donc voilà. Donc l'inclinaison, c'est cet angle-là. Là. C'est par rapport ici à l'horizontale. C'est à quel point mon avion il est sur l'axe de roulis. Ok, ça c'est l'inclinaison. Ça c'est l'incidence. Ok, c'est bon pour tout le monde. Donc je ressaute un tout petit peu tout ça. Tout ça on n'en a plus besoin. Hop, on avance. Ok. On avait parlé. Donc ça c'est dans les éléments à connaître qu'il y a sur un avion 4 forces à connaître. Quelles sont-elles? Hop. Voilà. Ça c'est vraiment amélioré. Alors les 4 forces. On va demander, Jason, est-ce que tu peux m'en donner une? Bon, elles sont écrites au tableau, mais... La vitesse. Alors, la vitesse n'est pas une force. Dommage. Mais c'est bien que tu l'aies fait. Donc la première, c'est la traction. Ok? La traction, ça c'est une force. La traction, c'est la traction de l'hélice, d'accord, qui tire le moteur vers l'avant. Si j'ai des propulseurs, ben c'est une poussée, mais qui me donne une poussée vers l'avant, du coup, d'accord? C'est une propulsion. C'est une propulsion dans ce cas-là, c'est pas une traction. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Facile, la plus connue. Jason? Non? Thomas? Le poids. Le poids, ok. Le poids, il est toujours vertical vers le bas. Lui, il change jamais. Ensuite, les 2 forces aérodynamiques d'un avion qui fait que ça vole. Pas de souci. Alors, c'est quoi les 2 forces qui nous intéressent? L'apportance qui est toujours perpendiculaire. Wow, elle est pas très bien faite, mais... Pas très perpendiculaire, mais... Ouais. Bon, c'est le dessin qui... C'est l'intérêt, hein. Hop, elle est censée être perpendiculaire. Bon, elle était pas si mal. L'apportance d'un côté, mais si j'ai de l'apportance, j'ai aussi le mauvais côté de l'aérodynamique. La 4e qui va vers l'arrière. C'est la traînée. Ouais. Ici, ce qu'on appelle RX, la traînée. D'accord? Donc ça, c'est important à se souvenir qu'il y a ces 4 forces-là. Si vous regardez, il faut se souvenir que quand je fais des projections, il faut que toutes les sommes de ces projections, ça fasse 0 pour que l'avion il vole de manière uniforme. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça, de cette histoire-là de projection. C'était l'histoire un peu compliquée de la dernière fois. Je le refais. Quand je suis un avion qui vole dans l'air, alors je vais le faire ici. Quand j'ai un avion classique, ouais, ma portance, elle est là. Mon poids, il est égal à la portance vers le bas. Ma traction, elle est là. Et ma traînée, elle est vers l'arrière. Et la verte est égale à la noire, la bleue est égale à la rouge. Très bien, c'est facile. Dans le cas général, ici, quand je suis en train de monter, si on imagine que je suis en train de monter de manière uniforme et rectiligne, c'est-à-dire qu'il fait une ligne droite et il n'est pas en train d'accélérer ni de ralentir, c'est-à-dire qu'il est dans des bonnes conditions stables, dans ce cas-là, ça veut dire que la somme de tous ces trucs, ça doit faire aussi 0, comme ici. D'accord? C'est-à-dire que là, on avait lui qui était égal à l'inverse de lui, et lui qui était égal à l'inverse de lui. Là, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on voit que le rouge, il a tendance à un peu tirer vers l'arrière aussi. Je ne sais pas si tu le vois ça. Oui. Par rapport à l'avion, il a tendance à tirer vers l'arrière. Si je fais une projection, hop, je vais essayer d'améliorer mon schéma. Hop là, voilà, RX est là. Si je prends le poids par rapport à la portance, il y a une partie du poids qui est ici, cette partie-là, là, hop, cette partie-là du poids qui s'oppose à la portance. Et il y a une partie du poids qui est ici, hop, qui s'oppose à la traction. C'est-à-dire que je projette ce truc-là, je fais une ombre ici. Et là, je fais une ombre ici. Je ne sais
pas si vous vous en souvenez de ce type d'ombre-là que j'avais parlé. C'est une projection, mais on peut imaginer comme des ombres. Donc mon poids, je peux dire, au lieu de dire que c'est un grand truc comme ça, je vais dire c'est une fois ça et une fois ça. Ça revient au même. Vu que c'est des vecteurs, on peut le décomposer en deux. L'avantage de faire ça, c'est que là, je vais dire ça, c'est égal à ça. Facile. Et la partie verte, c'est la petite flèche rouge plus la flèche bleue. Je refais comme là-bas, mais en fait, mon rouge, il s'est décomposé en deux sous-flèches rouges qui sont ici et ici. D'accord? Ça va à peu près l'idée? Ouais. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si je regarde le poids, il y a un truc intéressant à voir. Si je regarde le poids et ma portance, la flèche bleue, elle est comment par rapport à la flèche rouge? Est-ce qu'elle est plus petite, plus grande ou égale? Bon, je sais que mon dessin n'est pas très bien fait, mais... Égal. Non. Si tu regardes ici, ma flèche bleue, elle est plus petite. Ça veut dire que quand je suis en train de monter, ma portance, elle est plus petite que mon poids. Et ça paraît pas logique. On se dit, si je suis en train de monter, c'est qu'au contraire, il y a plus de portance que de poids. Eh bien, en fait, non. Il y a moins de portance que de poids. Je vous le dis parce que ça, c'est une question qui revient souvent dans les annales. Donc, il faut arriver à peu près à le comprendre. C'est-à-dire que la portance qui est là, elle est plus petite que mon poids. C'est la traction du coup. Exactement. Ma traction, elle se bat contre une partie du poids. Donc, j'ai besoin de moins de portance pour compenser le poids. Exactement. C'est-à-dire, si on imagine le cas limite où j'étais comme ça, ce serait que la traction qui travaille. Bon, il faudrait une traction de malade, hein, mais pour compenser complètement le poids. Comme un hélicoptère. Ouais, voilà, dans l'idée d'un hélicoptère, ouais. Est-ce que ça va, l'idée à peu près? Donc, ça, cette idée-là, c'est important parce que c'est une question qu'on retrouve souvent. J'ai un avion qui est en train de monter, comme ça, en rectiligne uniforme. Ça veut dire rectiligne tout droit, uniforme, il n'est pas en train d'accélérer, pas en train de décélérer. Est-ce que la portance est plus grande que le poids, ou est-ce qu'elle est plus petite, est-ce qu'elle est égale, ou est-ce qu'elles sont, j'en sais rien. La vraie réponse, c'est de se dire, attention, comme je suis en train de monter, il y a une partie de la traction qui se bat contre le poids. Et la portance se bat que contre le reste du poids. Du coup, il y a moins de portance que plus de traction. Exactement. Il y a moins de portance que de poids. Et il y a une partie de la traction qui ne sert pas que à se battre contre les frottements, contre la traînée. Il y en a une partie qui se bat aussi contre le poids. Ça se bat contre les deux, la traction, dans ce cas-là. Ok? Ça va à peu près l'idée? Ça n'avait pas été très clair la dernière fois. Il y en avait certains qui n'étaient pas très chauds sur ça, donc je voulais leur réexpliquer un petit peu l'idée. La formule qu'il faut se souvenir, la portance, c'est 1/2. Je crois qu'elle est affichée. Non, elle n'est pas affichée. Hop. La portance, ici, alors j'oublie le mg, hein, c'est 1/2 de ρ, vous en souvenez de ça ou pas? S V carré CZ. C'est la vitesse. Alors, ρ, c'est la masse volumique de l'air. C'est la masse d'une certaine volume d'air. C'est ça la masse volumique. S, c'est la surface des ailes. Oui. Vous savez ce que c'est bon? La surface des ailes, c'est quand je regarde mon avion vu d'en haut, surface des ailes, c'est la surface de ça. On avait vu ça. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai une question. Ouais. Je pense que Les ailerons? oui, voilà, les ailerons, est-ce que ça compte sur la surface de l'aile ou pas? Alors, dans vos calculs à vous, oui. On vous fait des surfaces d'ailes plus simplifiées. En vrai, il faut bien voir que les ailerons, ça dépend aussi de leur orientation ici. Quand je regarde un aileron, s'il est très penché, il y a une plus petite surface que s'il n'est pas penché du tout. Très léger, mais ça joue sur plein de choses. Donc, je ne sais pas à quel point c'est pris en compte. Vous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vous, la surface de l'aile ici, je prends mon carré, et ça, c'est la surface de l'aile. Vous n'avez pas à vous poser ces questions-là. Et si elles sont arrondies Voilà. Alors, par contre, si elles sont arrondies, quand je regarde mon avion vu du dessus, si mon avion, wow, c'est ça, hop, la surface de l'aile, eh bien, en fait, on vous fait calculer, ou on vous donne la surface avec les arrondis. Ça, vous ne pouvez pas le calculer vous-même. Il faudrait faire un petit quadrillage et compter les carrés à l'intérieur, en gros. Ok. Donc ça, c'est la formule de la portance. La formule de la traînée, c'est la même. 1/2 de ρ S vitesse au carré, mais par contre avec le coefficient de traînée. Ça, c'est le coefficient de traînée. Et ça, ah non, j'ai mis CX, pardon. Et là, c'est ce coefficient de portance.
On va le revoir ça une fois aussi rapidement, d'accord? Et ça dépend, là c'est un truc très important, c'est que ça dépend de la vitesse au carré. C'est-à-dire que si je double ma vitesse, ma portance quadruple. Et la vitesse en km/h en Mètres par seconde. mètres par Ouais. C'est bon? Donc voilà un petit peu l'idée. Le poids, il s'exprime en tant que m fois g, mais moi j'ai pas vu d'anal où vous aviez besoin d'utiliser ces calculs. Ce qu'il y a besoin d'utiliser, c'est de savoir que dans cette formule-là, il y a ρ, s, v au carré et le coefficient. En fait, celle-là, vous n'avez pas souvent à l'utiliser pour calculer. Par contre, vous avez souvent, on vous dit, ah, j'ai doublé ma vitesse, par combien et multiplié ma portance. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc il faut savoir dire que, comme la vitesse est au carré, si j'ai fait un x2 à l'intérieur, 2 au carré, ça fait x4. Donc quand je mets 2 fois v à l'intérieur, ça va me donner une portance 4 fois plus grande, et du coup une traînée aussi 4 fois plus grande, forcément. La portance et la traînée, ils évoluent tous les deux. Donc voilà. Donc, là ici, ce qu'il faut connaître, ensuite, c'est le vocabulaire de cette partie-là. Je vais le réexpliquer ici. Je peux effacer ça, c'est bon? Oui. Ok. Donc vous inquiétez pas, vous verrez que les annales, après, les questions, elles se ressemblent beaucoup. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez un peu plus. Quand j'écris un vol rectiligne uniforme en palier, ça veut dire quoi, tous ces mots-là? On revoit, on l'a déjà vu une fois la semaine dernière, mais enfin, avant les vacances. Rectiligne. C'est un vol sans accélération. Non. Non. Rectiligne. Droit. Droit, c'est opposé à quoi? Euh, C'est quoi l'inverse de droit? C'est un. Si je suis pas en train d'aller tout droit, je suis en train de faire Reculer. un virage. Ah non, c'est pas devant, c'est Oui, non. tout droit. Donc là ici, ça veut dire que ce n'est pas un virage. C'est ça que ça veut dire rectiligne. Uniforme. Justement, là c'est lié à la vitesse. Uniforme, ça veut dire qu'une vitesse Constante. constante. Effectivement. Ça veut dire que je ne suis pas en train d'accélérer et je ne suis pas en train de décélérer ou de ralentir. Ok? Il y a deux R. Pardon. Ouais. Et en palier, du coup, c'est qui monte. Enfin, Et non. En palier, ça veut dire qu'il est à l'horizontale. Là, ici, en palier, ça veut dire on n'est pas en train de monter. Ça veut dire altitude constante. Ça veut dire on n'est pas en train de monter et on n'est pas en train de descendre. Ça va? Donc ça, c'est les mots-clés qu'il faut connaître parce que c'est les mots-clés qu'ils vont utiliser dans les phrases des QCM. D'accord? Donc là, on a fait la montée, on a fait le vol rectiligne uniforme en palier. Montée rectiligne uniforme. Ça veut dire quoi, montée rectiligne uniforme? Montée, c'est que je ne suis pas en palier, justement, je suis en train d'aller vers le haut. Rectiligne uniforme, rectiligne tout droit, c'est-à-dire je ne suis pas en virage, uniforme, vitesse constante. C'est bon? Donc tout ça, là, ici, on peut directement passer à la suite. On l'a fait la dernière fois, donc je ne vais pas reprendre tout ça. Hop, on n'en a pas besoin. Hop, hop, hop. Et ça, on l'avait fait. Ok. Est-ce qu'on l'avait fait le virage symétrique? Je ne sais plus. Donc on va en reparler rapidement. Ce qu'il faut voir, attends, je vais t'éteindre un tout petit peu de ce côté-là pour que tu vois. Là, c'est mieux. Et je rallumerai l'autre au pire après. Ce qu'il faut voir ici, c'est que mon avion, là, ici, il a une certaine inclinaison, d'accord, qu'on va appeler par exemple phi. Donc, dans cette inclinaison, ma portance, elle est comment? Si on regarde, elle est comme ça, à la perpendiculaire par rapport aux ailes. Donc, la portance, elle est ici. Donc, le souci, c'est que, si je refais mon schéma, hop, ça c'est mon avion. Waouh. Ça s'est pas amélioré depuis tout à l'heure, mais là j'ai ma portance, RZ, ok, et là j'ai mon poids, je vais rallumer la lumière du tableau, mon poids qui est là. Hop. Le souci, c'est quoi? C'est qu'en fait, ma portance, elle se bat partiellement contre mon poids. En fait, si je regarde mon poids, je peux le projeter hop, en deux comme tout à l'heure, d'accord? Une partie qui va s'opposer à la portance. Donc là, si mon schéma était bien fait, ce serait les mêmes longueurs. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une deuxième partie de la portance qui est ici. D'accord?
Et ça, c'est un peu problématique. D'accord ? La traction et la traînée, eux, dans ce cas-là, ils n'interviennent pas parce qu'en fait, la traction, elle tire comme ça et la traînée, elle tire vers l'arrière. Donc, dans ce cas-là, la traction et la traînée, elles ont été représentées là par un point et une croix. Ça veut dire le point, c'est vers nous, la croix, c'est vers dedans. Ok ? Et la composante verticale ici du poids compense la traînée ou compense la portance, ou l'inverse plutôt, la portance compense la partie qui est là du poids. Ok ? Mais du coup, c'est un peu souci, c'est que il faut quelque chose qui compense cette partie-là. Et bien en fait, il aurait tendance sinon à tirer comme ça, ouais. Ok ? Donc en fait, il y a ce qu'on appelle l'inertie. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais un virage, quand je suis en train de faire un virage, moi en tant que pilote, j'ai l'impression d'être tiré très très fort vers l'extérieur et vers le bas. Donc d'un côté, j'ai le poids qui est ici, mais le poids, c'est pas lui qui me tire vers là-bas. Eh bien, il faut savoir que ce ressenti-là, c'est ce qu'on appelle le facteur de charge. Le facteur de charge, c'est finalement la quantité de portance sur le poids. C'est-à-dire que ça revient à dire cette longueur-là divisé par cette longueur-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle le facteur de charge. Le facteur de charge, si on le calcule, il est lié à l'angle qui est ici, qui est l'angle phi ou l'angle θ, suivant comment on veut, d'accord ? Et si on le calcule, eh bien, le facteur de charge, il vaut donc RZ sur P et il vaut 1 sur le cosinus de l'angle. Je ne refais pas toutes les démonstrations que j'avais fait la dernière fois, vous n'en avez pas forcément besoin, mais c'est juste les règles de base dans un triangle rectangle. D'accord ? Ce qui est important de voir, c'est que quand je suis à 30 degrés, ce facteur de charge, il vaut environ 1,15. D'accord ? Quand je suis à 60 degrés, le facteur de charge, il vaut 2. Et là, ça pique un peu. Ça veut dire que quand je fais un angle 30 degrés, angle classique de virage, quand je fais 60 degrés, là ça commence à taper un petit peu. Et à 60 degrés, ça veut dire que je prends une attraction vers l'extérieur x 2. J'ai l'impression qu'il y a le double du poids en gros. Ça chatouille un peu. Hein. Dès qu'on commence à faire un virage, c'est ce qu'on dit souvent, on a l'impression que nos entrailles, elles sont tirées vers le bas. Ouais. Quand j'ai fait le vol, le monsieur m'avait dit de monter mon bras comme ça quand on était dans un virage à 90. Ouais. Et ça fait bizarre. Ah ouais. Ouais. Monter le bras. Alors tu devais pas être à 90 parce que 90, non, ce serait comme ça. Non, mais tu étais sûrement déjà sur un virage à peut-être 45. 45 c'est ça. 45 moi j'ai essayé du entre 30 et je suis allé doucement vers le 45. Ça commence, déjà on commence à le sentir, on n'est pas habitué, on sent que on a l'impression que tout pèse plus lourd en fait. Oui. Mais voilà, ouais, c'est ça. Et c'est vite violent. Enfin violent. Quand on n'est pas habitué, ça peut être vite dérangeant. C'est marrant. Ouais. Donc voilà, ça c'est un truc important à connaître. Ce truc-là, cette formule est à connaître. Ok. Alors, j'ai pas vu d'application numérique. Par contre, on vous demande qu'est-ce qui se passe, comment augmente le facteur de charge quand j'augmente l'incidence. D'accord. L'inclinaison, pardon. Quand j'augmente l'inclinaison de mon avion, comment il augmente le facteur de charge ? On peut dire que c'est 1 sur cos phi. Alors, souvent, ce qu'il faut retenir comme valeur, c'est celle-ci. Hein. À 60 degrés, le facteur de charge est à 2. Voilà à peu près ce qu'il faut savoir. Et, deuxième chose, c'est que quand je suis en virage, alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est la vitesse de décrochage ? Mon avion, pour qu'il vole, il faut qu'il ait assez de portance. Oui. Alors, il peut y avoir plusieurs décrochages possibles. Le premier décrochage qu'on peut avoir, c'est si je mets une incidence trop grande. Dans ce cas-là, peu importe ma vitesse, Il va tomber. mon avion, il accroche plus l'air. En gros, vous vous souvenez, le flux d'air, là, il faut imaginer que c'est des jolies petites lamelles qui passent comme ça. Et si j'ai trop d'incidence comme ça, ça va faire des tourbillons derrière. Et donc ça marche plus, le concept de portance marche plus et mon avion il tombe. Ça c'est le premier cas de décrochage. Deuxième cas de décrochage, c'est si je vais plus assez vite. Et bien si je vais plus assez vite, mon avion tombe. Ok ? Le truc c'est qu'il y a une vitesse minimum, j'ai pas le droit d'aller en dessous d'une certaine vitesse. Ok ? Et bien quand je vais faire un virage, il faut que j'augmente, la vitesse minimum elle est plus haute.
C'est-à-dire que j'ai pas le droit d'aller aussi lentement que quand je suis en vol tout droit. Ok? Donc, la vitesse de décrochage, elle évolue en fonction de quoi? Elle évolue en fonction de ça. Et alors, pas directement de ça, elle évolue en fonction de la racine de n. N, là. Ok. Alors oui, on l'avait noté n ou état. Ouais, n. Hop, désolé, l'habitude des lettres grecques. Donc, par racine de n, d'accord? Voilà. Donc ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, ici, on serait avec racine de 2. Racine de 2, c'est 1,4. Voilà. Donc si j'avais une vitesse minimum, j'en sais rien, je veux dire n'importe quoi, de 100 km/h, en virage, il faudrait que je sois à 144 km/h, au moins à 144, toujours au-dessus, quoi. C'est vraiment une vitesse, la vitesse de décrochage, c'est la vitesse minimum en dessous de laquelle je n'ai pas le droit de passer. Ça va? Allez. Est-ce que tu te souviens des virages dérapés et des virages glissés? Quand je fais mon virage comme ça à gauche. Si, quand je suis en train de faire mon virage à gauche, le nez, il est comme ça, vers la gauche. Je suis en train de faire un virage dérapé. D'accord? Si je suis en train de faire mon virage à gauche et que mon avion part comme ça, je suis en train de faire un virage glissé. Dérapage, c'est comme dans Mario Kart. Dans Mario Kart, on balance le cul vers l'extérieur pour faire un dérapage. En avion, on veut faire le virage symétrique. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je fais mon virage, je vais avoir du lacet inverse. Donc en gros, je suis en train de faire mon virage à gauche, mais mon avion, il a tendance à faire ça doucement. Pour éviter ça, on regarde la bille et on va mettre du pied du côté de la bille. Hop, pour recaler et faire un virage symétrique. Ça va l'idée? Bon, je sais que c'est un peu compliqué, mais je vous le remontrerai un peu plus tard ça. Donc, il faut se souvenir de virage dérapé et virage glissé. Le vol plané, c'est un cas particulier qu'on n'a pas vu ici. C'est quoi la différence entre un vol plané et les vols qu'on a ici? Ben, en fait, un vol plané, c'est un vol où il n'y a plus... on ne va pas utiliser le moteur. D'accord? Donc dans ce cas-là, on n'a plus du tout de moteur. Il faut bien voir, on a une vitesse, mais attention, la vitesse, ce n'est pas une force. Il ne faut pas ajouter la vitesse sur mon schéma. Là, ici, si je fais le vol plané, il faut bien voir que les seules forces qui s'activent, c'est le poids, la traînée, la portance. Donc quand je prends mon avion, hop, qui est comme ça, d'accord, qui est en train de faire un vol plané. Donc la portance, elle est légèrement comme ça, RZ. La traînée, elle est comme ça vers l'arrière, RX. Et mon poids, il est comme ça, vertical. Ok? C'est les trois seules forces qui s'appliquent. Donc, il faut voir que, normalement, la composante du poids qui est ici s'oppose exactement à ma traînée ici. Donc là, mon schéma, il est très mal fait. Voilà. Ça devrait être ma traînée. Et la composante verticale ici, là, du poids, la projection, l'ombre dans ce sens-là, s'oppose exactement à ma portance. Vu que j'ai que trois forces, il faut que la rouge, les deux composantes de la rouge, s'opposent exactement aux deux autres. J'ai pas de traction. Quand je suis en train de faire un vol plané, j'ai pas de traction, j'ai plus de moteur. Vol plané, c'est on glisse dans l'air, quoi. D'accord? Voilà. Bon. Là, il y a encore les équations, mais on s'en fiche. C'est les mêmes que les autres fois, donc on n'en a pas besoin particulièrement. D'accord? Est-ce qu'il y a certains avions Il y a des planeurs. Des planeurs, oui, Ouais. des planeurs qui sont faits planer, je crois qu'on va dire, pas très vite ou pas? Enfin, Alors, les planeurs, il faut voir qu'il y a plusieurs types de planeurs qui existent. À l'époque, les premiers planeurs, ils étaient tirés soit par une voiture, soit par autre chose. Il fallait qu'ils soient tirés. Ensuite, on a ajouté des planeurs qui sont tirés par un avion. Donc, tu as ton avion là, et le planeur derrière, il est tiré par un câble, comme ça. Et au moment où le planeur est assez haut dans le ciel, il coupe le câble, et ensuite, il fait sa vie de planeur. Il va planer, quoi. Maintenant, il existe des planeurs, comment ils ont appelé ça? Mono... Oh, je ne sais plus le nom, je te retrouverai le nom. Des planeurs qui ont en gros un moteur. Mais justement, ils sont poussés, du coup, il y a
il y a une traction. Je comprends pas trop. Alors oui, mais là, là on parle du moment où on est en vol plané. Pas au moment où on est en train de se faire tracter. Ah, ça arrive après, je pense. Non, c'est que les planeurs, on étudie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour vous, on étudie que les phases stables de vol. Quand je suis en train de me faire tracter, il se passe plein de choses. D'accord ? Mais on pourrait imaginer que le moment où je me fais tracter, au lieu d'avoir une traction qui est proposée par le moteur, c'est une traction qui est faite par un câble. Les équations deviennent les mêmes dans ces cas-là. Ok ? Mais vous n'aurez pas à faire les équations de toute façon. Donc t'inquiète pas de cette partie-là. Je voulais vous montrer comment ça s'appelle. Les motoplaneurs, ça s'appelle. Donc les motoplaneurs, c'est des planeurs qui ont un petit moteur à l'avant. D'accord ? Et ce moteur, à la fin, il y a deux possibilités. Soit ils mettent les hélices comme ça en drapeau, pour pas être sensible au vent, parce que le but c'est de voler le plus loin possible, et si je mets une hélice comme ça, ben, j'ai des frottements. Soit, encore plus fort mais encore plus cher, ils ont carrément le moteur qui était là, et le moteur vient se rentrer à l'intérieur. Ploup, rentrer à l'intérieur, et là dans ce cas-là, ça optimise encore plus le profil. Ça c'est des cas particuliers pour les gens qui font des planeurs. D'accord ? Donc en vrai, j'ai pas vu beaucoup de questions sur des planeurs. On voit des questions sur les avions en vol plané. Par exemple, il y a eu un problème moteur. J'ai plus de moteur, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ça. D'accord ? Ça va l'idée à peu près ? Ok. Maintenant, quand on est en train de planer, il y a un élément important qu'on appelle la finesse. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est ? La finesse. Non ? Pas vraiment. Alors la finesse, c'est, regarde, je prends mon avion, il va être capable d'aller à une certaine distance. D'accord ? Donc là, c'est la distance. Quand il est à une certaine altitude. Voilà. Ça, c'est la finesse. C'est la capacité d'un avion à aller loin quand il est à une certaine hauteur. Par exemple, un planeur, par rapport à un avion classique, voilà. Pour la même altitude, mon planeur, il est capable d'aller plus loin. D'accord ? C'est stylé. Un avion de chasse, il est fait pour bourriner, il n'est pas fait pour planer hyper loin, quoi. C'est s'il a plus de fuel, ben, il a plus de fuel, hein. Il est un peu déçu de son voyage. Ok ? Voilà. Alors, on peut le traduire différemment. La finesse, donc c'est lié à cette distance sur cette altitude. D'accord ? Ici, ce qu'il nous propose, c'est de l'écrire en fonction de la pente. Donc la pente, c'est cet angle-là. Ok ? Ça, c'est la pente. Comment je peux calculer la pente ? Bon, c'est encore une fois des maths, hein, mais la tangente d'un angle, SOHCAHTOA, je ne sais pas si tu s'en souviens, ou CASOTOA, bon, on l'a vu la dernière fois, c'est des maths, hein, c'est l'opposé sur l'adjacent, TOA. L'opposé, c'est celui-là, donc c'est l'altitude sur la distance. Ça, c'est la tangente de ma pente. D'accord ? Ce qu'il faut voir, c'est que c'est lié à ma traînée divisée par ma portance. D'accord ? Et la finesse, c'est exactement l'inverse. C'est mon coefficient de portance sur mon coefficient de traînée. Ou sinon, on peut le dire différemment, ma portance sur ma traînée. Ou sinon, on peut encore le dire différemment, la finesse, c'est exactement l'inverse de ça. Donc c'est la distance sur l'altitude. Les questions qui portent sur ça, elles sont souvent formulées sur la forme altitude. Elles sont souvent formulées sous la forme un planeur a réussi à faire 100 km alors qu'il était à une altitude de 20 km. Quelle est sa finesse ? Donc vous faites distance divisée par altitude. Ou un planeur a une finesse de 20, il est à telle altitude, combien de distance il va pouvoir parcourir ? C'est ça un peu les questions. Donc c'est vraiment lié un petit peu à ces formules-là. Ok ? Pas trop à celle-là. D'accord ? Ça va à peu près ? Voilà. Yop. Bon, mais voilà, c'est le schéma que j'avais fait. J'avais oublié qu'il existait. Donc c'est lié à la pente et c'est ce que je faisais ici. Hop. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici avec la distance et la hauteur, quoi. Ok ? Donc on s'en fiche, on peut sauter cette slide-là. Thomas et Jason, ça va ? Ouais, ok.
Très bien. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour un aéronef, la finesse maximale, elle dépend directement de l'incidence. On va le voir ça dans les. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait vu ça. On avait vu ce qu'on appelle les polaires. On avait fait une polaire qui était comme ça. Hop. CZ en fonction de CX. Et on avait vu une courbe qui était comme ça là. Je sais pas si ça vous rappelle comme ça, quelque chose. Donc là c'est la portance et là c'est la traînée. Il faut connaître plusieurs points sur ce truc là. Là c'est un point de portance nul. Donc ça c'est le point portance nul. Deuxième point à connaître, le point qui est là, qui est le plus à gauche, c'est un point où la traînée elle est minimum. Donc là c'est le point de traînée mini. Ensuite, il faut connaître un troisième point qui est ce point là où je fais une tangente. Hop. Ce point là, c'est ce qu'on appelle le point de finesse max. Dernière chose, ici c'est le point de portance max. Et là, le point qui est là, je vais le faire en noir. Le noir, ça veut dire pas une bonne nouvelle, c'est le décrochage. Comment je me balade sur cette courbe? Cette courbe, elle dépend de l'incidence. D'accord? Donc, en gros, le décrochage, il se produit toujours à une incidence environ égale à 15 à 18 degrés, ça dépend des avions. Ok? Mais il faut s'en souvenir de l'ordre de grandeur. Donc, j'ai un décrochage à une incidence de 15 degrés. Et la finesse max, alors elle dépend des avions, hein, mais elle va être par exemple à 6 degrés pour cet avion-là. Et c'est vraiment un point, ça dépend vraiment de l'incidence. D'accord? Si l'avion il change de masse, par exemple les réservoirs qui se vident, cette courbe-là, elle ne change pas. D'accord? Par contre, il faudra une vitesse plus grande pour arriver à maintenir la même quantité de portance. Si j'ai moins de masse, il faudra augmenter la vitesse. Ok? Voilà. Hop. Hop là. Maintenant, le décollage. Là, on rentre dans des trucs un tout petit peu plus simples. Donc, je vais juste le faire directement sur le PowerPoint. Je ne vais pas m'amuser à refaire les dessins. Le décollage, il se fait en 3 étapes. Tout d'abord, quand je suis sur la piste, alors en vrai, il y a plein d'autres étapes où il faut faire à la radio, il faut faire des check-ups, etc. Là, on parle vraiment de la partie aérodynamique. Hein. Première étape, je roule. Jusque-là, ça va. Deuxième étape, qu'est-ce qui se passe? Au début, vous êtes d'accord que j'ai pas de portance. Donc mon avion, je peux tirer autant que je veux sur le manche, il ne se passera rien. Ok? À un certain moment, je vais commencer à sentir que mon manche il devient un petit peu sensible. C'est-à-dire qu'on va commencer à sentir que l'air il est capable de porter. Donc à ce moment-là, ça veut dire que j'aurai assez de vitesse, donc j'aurai assez de portance. Et quand j'aurai assez de portance, je vais pouvoir tirer sur le manche. Quand je tire sur le manche, ça va faire quoi? Quand je tire vers moi le manche. Les ailerons. Ouais. Alors, c'est pas les ailerons qui bougent. C'est la gouverne de profondeur. Ok? Donc, si je veux que mon avion il fasse ça, il faut que le cul se baisse. Pour que le cul se baisse, ça veut dire que ça vient se monter. Et en faisant ça, mon avion va cabrer. Donc je vais augmenter l'assiette et je vais pouvoir décoller. Ok? Je vous rappelle que pour augmenter la portance au décollage, il faut absolument que mes volets ils soient comment? Ils soient baissés. Ça augmente en fait la portance au départ. Et après, quand je serai assez haut, assez en l'air et tout ça, je vais pouvoir remonter mes volets. Ok? Donc, ici, on roule. En 2, on va avoir la partie de rotation, c'est-à-dire le moment où on va commencer à tirer sur le manche pour lever le nez de l'avion. Et ensuite, on va être dans l'envol. D'accord? Il faut continuer à prendre de l'altitude. Attention, qu'est-ce qui se passe si je monte trop le nez rapidement? Alors, ouais, mais même, alors si je le monte vraiment comme ça, oui. Mais sinon, en fait, le problème, c'est que si je le monte trop, je vais perdre de la vitesse.
Et comme j'ai déjà pas beaucoup de vitesse, effectivement, ça risque de remonter au décrochage. Donc ce qu'il faut, c'est que quand on commence à monter tout en gardant une certaine vitesse. Sinon, ça veut dire que j'ai pas assez d'air qui arrive et dans ce cas-là, je suis un peu déçu. Ok ? Il faut bien penser à un truc, quand je suis en haute altitude, donc quand je vais être sur une piste de décollage qui est par exemple dans des montagnes, il n'y a pas beaucoup d'air. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a moins d'air en altitude. Ce qui veut dire que l'air, il n'a pas tendance à beaucoup porter. Il n'y a pas beaucoup d'air, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent me porter. Comme il n'y a pas beaucoup d'air, il va me falloir une distance de décollage beaucoup plus grande. Ok ? Pareil quand il fait chaud. Dans le désert, quand il fait chaud, le souci c'est que l'air chaud, il y a moins d'air, il est beaucoup plus étendu comme ça. Et comme il y a moins d'air, qu'est-ce qui se passe ? Il porte moins. Donc, quand il fait chaud, distance de décollage aussi allongée. Ok ? Et dernière chose, on décolle toujours vent de face. Pourquoi ? Pour pas se faire enlever, je sais pas. Non, c'est pas pour ça. Est-ce que Thomas ou Jason veulent répondre pourquoi on décolle toujours vent de face ? On va attendre une seconde, le temps qui tape. Ouais. Pour augmenter la portance. Exactement. On a besoin d'un décollage vent de face parce qu'en fait, le vent, c'est lui qui crée la portance. Oh, Et oui, c'est le vent qui crée la portance. Donc en fait, on décolle vent de face comme ça. S'il y a un vent de 20 km de face, c'est comme si on était déjà en train de rouler à 20 km/h. Donc, ça paraît pas logique, hein, parce que quand on court, par exemple, on n'a pas envie d'avoir le vent de face, ou quand on fait du vélo, oui, mais on a... ça, j'ai fait la logique. Et oui, sauf qu'un avion, lui, il ne marche que parce qu'il y a du vent. Et donc, il a besoin d'un vent maximum pour avoir de la portance. Voilà. Ok ? C'est vrai que s'ils ont autant de goût, il faut 20 km de plus. Exactement. Voilà. Et donc, on décolle jamais avec un vent arrière. Jamais. Hein. C'est bon l'idée ? Un petit commentaire. Quand on est en parapente et qu'on essaye de décoller, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on court tout droit et en fait, jamais on saute en l'air. Parce que pour décoller avec un parapente, c'est la portance qui doit nous emporter en l'air, c'est pas nous qui devons sauter. Si on saute, le parapente il est plus gonflé et donc du coup on est très déçu parce qu'on risque de retomber au sol directement. Donc en parapente, c'est comme en avion, le but c'est de courir tout droit. Et à un moment, le parapente, il te tire et il t'enlève du sol. Mais jamais c'est toi qui dois sauter avec ton parapente. Voilà. Bon, c'était un petit commentaire, mais... Après, normalement, un parapente, pas forcément, mais normalement, tu fais en descente. Alors, tu peux le faire en descente, mais en fait, ça a pas... tu peux le faire en terrain complètement plat, c'est pas important. Ça marche aussi ? Oui, ça marche en terrain plat. Alors, souvent, on le fait proche d'une falaise, mais on peut le faire sur un terrain juste qui est légèrement en descente ou plat. Moi, les premières séances, je les ai fait dans un stade de foot. Voilà. Ce qui veut dire que, en fait, ce qui compte, c'est pas le fait que tu sois en descente. Ce qui compte, c'est le fait que tu sois capable de courir vite et qu'il y ait du vent en face de toi. Si tu es en vent de face, moi j'ai vu un mec sur du plat, en vent de face avec son parapente, il s'est installé, il gonfle le parapente, et comme il y avait beaucoup de vent de face, pas pour les débutants, hein, il a décollé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'avait pas besoin d'avancer vu qu'il y avait assez de vent de face. Alors, un avion, s'il y a assez de vent de face pour qu'il décolle, il ne faut pas décoller. Hein. C'est pas une bonne chose, ça veut dire qu'il y a une tempête. Ok ? L'atterrissage. Je suis en l'air, je me rapproche de l'aérodrome et de la piste. Qu'est-ce qu'il faut ? Alors déjà, il y a la partie... Alors, on verra un petit peu plus tard les différentes étapes, hein, mais quand j'ai ma piste comme ça, mon avion, avant de venir là, il a fait tout un tour, etc. Et il y a des étapes assez longues. Donc là, j'ai ma piste ici. Mon avion, il a fait tout son tour. Il arrive ici, en alignement avec la piste. C'est ce qu'on appelle la finale. La finale, c'est le moment où il est aligné et il commence la descente. D'accord ? Quand il fait sa descente, à un moment, il va devoir ici... Donc quand on fait la descente, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on descend comme ça. Mais il y a un moment, si on continue à descendre comme ça, on a une vitesse verticale un peu trop importante. Ok ? Donc ce qu'on va faire, on va venir faire, voilà exactement, un arrondi comme ça. Moi je pensais que c'était pour se poser sur les issues arrière. Alors, c'est pas pour un effet ni de style, ni juste des roues, c'est aussi pour un effet aérodynamique. Il faut à un moment arriver à augmenter, on va diminuer beaucoup la vitesse. Comment on augmente la portance quand on diminue la vitesse ? On augmente l'incidence. Donc, quand j'arrive ici, j'ai tellement diminué ma vitesse que pour garder de la portance, je vais aussi, en plus,
augmenter l'incidence. Ok. Alors bien sûr, je ne me retrouve pas comme ça, hein, on ne fait pas un wheelie à la fin, mais dans l'idée, on vient quand même arrondir le mouvement. Et à la fin, eh bien, on va rouler, et le but, ça va être de freiner le plus vite possible. Donc, on va y mettre aussi des freins aux pieds. Il y a des freins sur les données? Oui, sur les roues, ce qu'il faut voir, c'est que le palonnier commande la gouverne de direction, mais le palonnier commande aussi 2 freins sur les roues. Les pédales. Les pédales, quand j'appuie sur mes pédales, je ne sais pas si tu te souviens, dans les avions, il y a 2 parties sur la pédale. Oui. Donc il y a la partie qui commande la gouverne de direction qui est ici, et la deuxième partie de la pédale ici, hop, on vient appuyer, ça fait les freins. En fait, c'est aussi pour tourner. Et exactement, quand on est au sol, comme nos volets ici, ils marchent que en l'air, pas les volets, enfin les volets aussi, mais comme nos ailerons ne marchent qu'en l'air quand il y a du vent, il faut quelque chose pour pouvoir tourner à droite et à gauche au sol, et donc on a sur le palonnier, on a les freins qui permettent aussi de tourner plus à droite et plus à gauche. Ok ? Ok. Alors, on va aborder la dernière partie de ce cours. C'est la stabilité statique d'un aéronef. On va en faire un peu, c'est très technique pour pas grand chose. Donc je vais aller un peu vite et même si vous ne comprenez pas tout sur cette partie, c'est pas critique. C'est quoi la stabilité statique? Ça veut dire quoi statique? C'est quoi l'opposé de statique? L'opposé de statique, c'est le mouvement. Ouais, c'est ça. C'est le dynamique. Théoriquement, le mot qu'on utilise, c'est dynamique, mais mouvement, ça marche très bien. Merci Thomas. Donc, la stabilité statique longitudinale, selon la longueur, et transversale, selon la largeur. Ok? Longueur, largeur, en gros. Hein. Donc, longitudinale, ça veut dire quoi? Il faut que un avion, il n'ait pas tendance à faire n'importe quoi comme ça. Il faut qu'il soit équilibré. Or, pour qu'il soit équilibré, si je reprends mon schéma d'un avion, putain, ça commence très mal. Je le refais. Je reprends. Hein. Mon avion, hop, waouh. Bon, c'est l'idée qui compte. Hein. Mon avion, pour qu'il fonctionne, si j'avais le poids qui était ici, d'accord, et que j'avais ici ma portance. Je schématise volontairement de manière abusive. Hein. Donc, ici, si je reprends mon schéma, ma portance est là, mon poids il est là. Qu'est-ce qui se passe si je prends un truc et que je tire? Et bien voilà, ça a tendance à faire ça. Ok? Donc, pour contrecarrer ça, en fait, ce qu'il faut, c'est l'inverse. C'est qu'il faut que mon poids soit plus en avant que ma portance. Alors, idéalement, s'ils étaient équilibrés, ça marcherait bien. Mais au moindre petit truc, genre un passager qui bouge, ça déséquilibrerait tout. Donc, ce serait pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre le poids ici. Bon, j'abuse un petit peu, mais il est un peu plus en avant et la portance est un tout petit peu plus en arrière. Vous allez me dire, mais dans ces cas-là, ça a tendance à faire quoi, mon avion? Mon avion, il a tendance à faire quoi? Il a tendance à faire ça, du coup. Si je fais ça là ça tire, mon avion, il a tendance à... comme ça. Eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'arrière, on a un empennage. Et il a été rajouté, pourquoi cet empennage? Eh bien, cet empennage, il rajoute une portance négative. L'empennage maintient le cul de l'avion tiré vers le bas. Ça paraît pas logique, hein. C'est vraiment, hein, ça paraît pas logique, mais c'est le cas. L'empennage sert à maintenir le cul de l'avion tiré vers le bas. Si le cul de l'avion il est tiré vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Le poids a tendance à tirer pour que l'avion pique, lui il a tendance à tirer pour que l'avion pique, mais là comme ça tire vers le bas, ça maintient le cul. Oui. Pour des raisons de poids du moteur ou... Alors non, c'est pas une raison de poids moteur, c'est une raison de stabilité. Pour que ce soit stable, c'est comme quand je fais, j'en sais rien, un trépied. Un trépied, pour qu'il soit stable, si je fais tous les 3 pieds très proches, qu'est-ce qui se passe? Il tient pas bien. Si je fais un 3e pied assez loin, ça tient mieux. C'est plus stable, d'accord? Ben voilà, il y a une histoire comme ça, ok? Alors je ne vais pas rentrer dans les raisons de pourquoi, mais vous voyez un petit peu l'idée de la nécessité, ouais. Sur les gros avions, il est réglable ou pas, en France? Alors, ce qui est réglable sur les gros avions, c'est que on a des carburants dans les ailes, mais on va avoir aussi des réservoirs tout le long de l'avion.
Et on va être capable de non pas déplacer les forces qui sont là, ça on ne peut pas changer l'aile, encore qu'avec les volets et les ailerons on les change un petit peu, mais on ne peut pas compenser tout. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut transférer du carburant vers l'arrière ou vers l'avant pour déplacer le poids de l'avion. Comme ça, on a un poids qui est plus ou moins vers l'avant, plus ou moins vers l'arrière. C'est quoi l'avantage d'avoir le poids à l'avant ou pas trop à l'avant? Eh bien, en fait, ça va augmenter la stabilité. Par contre, on perd un peu en manœuvrabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ouais, c'est ça, donc ce que disait Jason, c'est vive le point d'équilibre. C'est ça, c'est une histoire d'équilibre en fait. D'accord? Le truc, c'est que si je gagne en stabilité, c'est-à-dire, il y a du petit vent qui me fait bouger comme ça, mon avion, s'il est bien équilibré, il ne bougera pas trop. Par contre, ça veut dire que si moi, j'essaye de bouger, de déséquilibrer l'avion, mon avion, il ne bougera pas trop. Donc, il est moins manœuvrable. Il va falloir que je fasse de plus grands efforts pour bouger l'avion. S'il est plus stable, je perds un peu en manœuvrabilité. S'il est moins stable, bah, il va être beaucoup plus manœuvrable parce que le moindre petit truc, hop là, ok. Donc c'est soit j'ai en stabilité, soit j'ai en manœuvrabilité, et suivant les cas, il y a un qui m'intéresse ou l'autre. D'accord? Ça c'est la théorie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que maintenant, on a des ordinateurs de bord dans les avions de chasse. Donc ce qu'on fait, on va perdre en stabilité. On s'en fiche que l'avion il soit très sensible, parce que l'ordinateur de bord, lui, il est capable de réagir très vite à des toutes petites variations. Et donc c'est l'ordinateur de bord qui va compenser les variations. Et comme ça, le pilote, quand il va piloter, l'avion sera très sensible aux commandes du pilote. Voilà. Donc ça, c'est on va dire une amélioration récente. À l'époque, ils essayaient de gagner en stabilité, mais pas trop pour que l'avion soit quand même pilotable. Si ton avion, même quand tu es à fond, il fait ça doucement, c'est pas très pilotable. Donc il faut que la manœuvrabilité, il faut arriver à la garder à un certain niveau pour gagner un peu de pilotage, quoi. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la stabilité statique, d'accord? La stabilité statique longitudinale. Donc c'est lié à la longueur de l'avion. C'est la stabilité en axe de... Ça, c'est l'axe de... Non, roulis, c'est ça. Ça, c'est l'axe de... J'attends Jason. Ça, c'est l'axe de... T'engages. Merci. Sauvé. Thomas est arrivé aussi. Merci Thomas. Ok. Donc là, ici, on a une vidéo, attention, de qualité. Je ne sais pas si ça vaut le coup de la mettre tellement elle est de qualité, mais bon, bref. Est-ce que je peux la mettre? Hop. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? On a un avion qui a un poids trop vers l'arrière. D'accord? L'avion avec le poids trop vers l'arrière, qu'est-ce qui se passe? Si le poids est trop vers l'arrière, il a tendance à cabrer à mort. Et ça, c'est pas terrible. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? On a un avion qui est instable. Du coup, on va rajouter un trombone à l'avant pour augmenter le poids de l'avion vers l'avant. D'accord? Ça, c'est important, ces petits concepts, parce que si vous construisez vous-même une maquette d'avion, c'est important de savoir que si mon avion il cabre tout le temps tout seul, ça veut dire que le poids il est trop vers l'arrière. Et comment on fait pour améliorer les capacités de l'avion? On rajoute du poids vers l'avant. Ou par exemple, si j'ai une carte, un microcontrôleur ou un truc comme ça, je rapproche ma carte vers l'avant. Ouais. J'avais fait ça sur un hélicoptère téléguidé. J'avais changé le moteur à l'arrière qui est pété et j'avais rajouté un poids à l'avant. Et oui, voilà. Donc tu as rééquilibré. En fait, quand tu as changé le moteur en mettant un plus lourd, tu as dû rééquilibrer. Mais à mon avis, ça a dû déséquilibrer d'autres trucs aussi, non? Non, il marche bien. Ah, super. Ben bravo. C'est des gros là. Ouais. Ouais. Des gros? Ouais, des gros hélicos, mais il était pas moi. D'accord. Mais bon, voilà. Donc c'est important l'équilibre pour savoir. Donc là maintenant, ils font une maquette équilibrée. Donc avec le trombone. Bon, l'avion, c'est un avion en polystyrène, mais on voit que l'avion ici, il est bien droit, c'est-à-dire qu'il pointe pas, il cabre pas, etc. Ok. Ok. Donc, il faut absolument, là c'est le dessin que j'avais fait, il faut que le poids soit assez en avant par rapport à la portance. D'accord? Le centre d'activité, le centre où le poids s'active, ça c'est vrai que c'est une info que j'ai oublié de vous donner au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle le centre de, là où il y a le poids.
C'est le centre de gravité. Ouais. Ok, c'est le centre de gravité. Comme pour nous, on a un centre de gravité aussi. Dans les voitures. Et tout. Exactement, comme tout ce qui a un poids en fait. Et là, l'endroit où il y a la portance, c'est ce qu'on appelle le centre de poussée. C'est souvent marqué CP, d'accord? Le centre de poussée. Voilà. Là, ce que je disais tout à l'heure, l'empennage. Là, on peut dire que les ailes, elles sont porteuses. Et là, l'empennage, il est déporteur. Il a tendance à tirer vers le bas. C'est juste un mot-clé pour que vous le sachiez. Ouais. C'est une question. Et du coup, est-ce que le centre de gravité, il se déplace à cause de l'arrière ou pas? À cause de l'arrière. Est-ce que lui, il avance? Alors, ce qu'il faut bien que tu vois, c'est que là, quand je calcule le centre de gravité, c'est que je prends toutes les pièces qui sont dans l'avion, tous les passagers, tout compte pour que le centre de gravité soit ici. C'est-à-dire que c'est l'équilibre de l'avion. Si je mets un doigt ici, mon avion tient. Par exemple, sur cet avion-là, mon centre de gravité, il est très mauvais. Il est ici, tu vois. Il est ici, mon centre de gravité sur cet avion. Pour l'améliorer, il faut que je le tire vers l'avant. Ce que je peux faire, hop, bon, ça va être dégueulasse, mais dans l'idée, tu vois, là, je l'ai rapproché un peu plus. Idéalement, pour une bonne maquette, le centre de gravité, il devrait être ici. À peu près à 20% du début de l'aile. Donc il faut... bon là il n'y a pas de moteur, hein, c'est un stylo qui joue le rôle de moteur. Avec un vrai moteur, ça attirerait vachement vers l'avant. Et il faut que le centre de poussée, donc c'est là où il va y avoir la portance, il est à peu près à un tiers lui. Donc il faut que le centre de gravité soit un peu plus à gauche que le centre de poussée. Voilà, à peu près. Je ne rentre pas dans tous les détails de ce qu'il faut pour fabriquer sa propre maquette, mais c'est un peu ça l'idée. Ok ? Voilà. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que si mon avion il a tendance, pour une question X ou Y, à baisser, piquer du nez, ben dans ce cas-là, on peut voir que l'incidence ici pour les ailes, si mon avion a tendance à piquer, ben l'incidence va diminuer, donc la portance va diminuer, et dans ce cas-là, comme la portance diminue, ça va avoir tendance à recabrer mon avion. Donc en fait, ça va avoir tendance à ramener mon avion en position initiale. C'est ça qu'on appelle la stabilité. Voilà. Bon, hop, j'avance. Ok. Donc il faut absolument que le foyer de l'aile soit en arrière par rapport au centre de gravité de l'avion. La stabilité statique transversale, c'est quoi? C'est comme ça. Il faut que mon avion, quand il commence à avoir un peu de roulis pas voulu, ben, il faut que naturellement mon avion il soit assez bien fait pour que ça le ramène comme ça. Si ce n'était pas le cas, la stabilité, ce qu'il faut bien voir, c'est ça. Regardez. Ce stylo-là, quand je le tiens comme ça, là je suis en point d'équilibre. Il tient tout seul. Si je le pousse, bon, il faudrait que je le tienne un peu plus, mais dans l'idée, il tombe. Il ne revient pas à sa position. Si je suis ici, quand je pousse mon stabilo, il revient à la position initiale. C'est ce qu'on appelle un point de position stable. Ici, c'est un point de position instable. Une petite pichenette fait qu'il se barre. Donc là, c'est pareil avec l'avion. Il faut que, s'il y a une petite pichenette qui fait ça, il faut que mon avion, naturellement, par sa conception, il revienne là. Il ne faut pas que, quand il y a une petite pichenette là, la conception de l'avion fasse que mon avion fasse ça, quoi. Ok? C'est ça l'idée. Ok? Donc, c'est pareil pour ici. Il faut que, pour améliorer ça, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent du dièdre. Donc, le dièdre a tendance à améliorer le côté que ça revient en position initiale. Donc, quand il y a du dièdre positif. D'accord? La flèche, pareil. Donc la flèche, c'est l'angle qu'il y a ici entre l'aile et le nez de l'avion. D'accord? Ça, c'est la flèche. C'est pareil, ça va avoir une tendance à ramener l'avion dans le bon côté. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur ces trucs-là. J'ai pas vu de questions sur ce genre de trucs et c'est très technique et plus compliqué à comprendre. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un dièdre positif est plus stable qu'un dièdre négatif. Voilà, faut le savoir. D'accord? Et là, le schéma, je le saute parce qu'il n'est pas clair. Donc, le dièdre positif, ça rend plus stable. Le dièdre négatif, ça rend moins stable. La flèche, ici, hop. Bon, ils font toute la décomposition, mais on s'en fiche. Ça va avoir tendance à faire du roulis. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que quand les ailes sont hautes ou basses, ça va avoir tendance aussi à jouer sur la stabilité. Donc, est-ce que c'est important?
on va pas en parler tout ça. Je le saute un peu parce que c'est pas important et qu'il n'y a pas de question sur ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des combinaisons qui ont été optimisées. Par exemple, si j'ai des ailes droites et que j'ai une position des ailes hautes, le dièdre il est souvent nul. D'accord? Donc quand j'ai des ailes hautes comme celui-là, dièdre nul. D'accord? Quand j'ai des ailes basses, et bien souvent ils vont mettre un dièdre positif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ceux qu'on a vus là, ils ont un léger dièdre positif. Pour augmenter la stabilité, parce que quand on met les ailes basses, ça a des effets, etc., etc. Et donc pour augmenter la stabilité, on met des ailes avec un dièdre positif. Quand on a des ailes en flèche, si on a des ailes basses, pareil, on met un truc positif. Et si on a des ailes en haute, on a un dièdre négatif. Parce que ça, c'est les combinaisons qui marchent le mieux pour compenser les différents effets. D'accord? Je ne rentre pas plus dans les détails parce que ça ne sert à rien. Et voilà. Là, on a fini cette partie-là. Ok? Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut se permettre d'être plus instable qu'avant parce que maintenant, c'est pas que le pilote qui corrige, c'est l'ordinateur de bord qui est capable de corriger. Ça, c'est les diagrammes de portance en fonction de l'incidence. D'accord? Donc ici, c'est le premier diagramme. Je ne sais pas si tu vois bien. Ça va? Ok. Donc le diagramme de la portance en fonction de l'incidence. Au début, quand j'ai une incidence ici qui est nulle, j'ai un petit peu de portance. Et quand je vais augmenter mon incidence, la portance va être de plus en plus grande. Jusqu'à un moment où, ici, j'ai le décrochage. Donc ça, c'est la portance en fonction de l'incidence. On peut tracer ensuite, voilà, bon là, ils l'ont tracé en pratique. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une portance maximum à peu près autour des 15 degrés. D'accord? Ça va l'idée? Bon. Ensuite, on a la traînée. On peut faire la même chose. Alors la traînée, ce qui se passe, c'est que plus je vais augmenter l'incidence, plus j'augmente la traînée. Forcément. Hein. Plus la portance augmente, plus la traînée augmente. Ok, bon ben voilà. Et si je combine ensuite les deux, quand je combine les deux courbes, je peux tracer la portance en fonction de la traînée. Hop, c'est ce que j'avais tracé tout à l'heure. Hein. C'est cette courbe-là. Ce qu'on appelle, cette courbe-là, c'est la polaire de Eiffel. Ah ben je l'ai effacé entre temps, c'est ce qu'on appelle la polaire de Eiffel. Et la polaire de Eiffel, il faut se souvenir des différents points. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le point de portance nul. Oui. Elle dépend des avions ou... Alors oui, bien sûr, elle dépend des avions. Chaque avion a une polaire différente. Ok? Vu que les formes d'ailes, vu les coefficients, tout change en fait. Donc vous, pour vous, ce qui est important de savoir sur ça, c'est de savoir que ici, reconnaître où sont les différents points caractéristiques. C'est ce que je vous ai fait tout à l'heure. Donc le point de portance nulle, il est où? À gauche. Alors, il est tout début. Ouais. tout en bas, ici. Ok? C'est au moment où le RZ vaut 0. Ça, c'est le point de portance nulle. Le point de traînée mini. La traînée, c'est Rx, donc c'est le point le plus à gauche. Donc là, ici, je vais au point le plus à gauche, c'est à peu près ici. Là, c'est mon point de traînée nulle. Traînée mini. Le point de RZ sur Rx maxi. On part du 0, on fait une droite. Alors, en vrai, hein, le jour de l'examen, je prends ma règle, ici, sur ma courbe. Je bouge ma règle en la faisant passer par 0 et je regarde l'endroit où ça passe le plus haut point. En vrai, on vous donnera les points déjà identifiés, on vous dira « Ah, c'est quoi l'endroit de finesse maximum ?» La finesse maximum, c'est l'endroit de cette courbe où je suis tangent comme ça. Ensuite, portance maxi, c'est tout en haut et décrochage, le dernier. Voilà. Donc ça c'est bien, c'est pas des questions compliquées et c'est des questions qui arrivent à chaque fois. D'accord? À chaque séance, il y a dans tous les sujets, il y a ça. D'accord? Et là on va s'arrêter là. On s'en fiche du reste, on l'avait déjà fait, donc voilà. C'est bon?